Est-ce qu'il fallait faire un rapport sur les questions de réconciliation entre la France et l'Algérie? Est-ce que c'était entre la France et les Français? Est-ce qu'il fallait faire une incursion dans l'histoire intérieure algéro-algérienne? C'est une ligne de crête compliquée, entre donc les rapports entre deux pays, les rapports franco-français ou les rapports algéro-algériens. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Une émission exceptionnelle aujourd'hui. L'émission est à deux voix, j'ai le plaisir de partager ce temps d'émission Voix au chapitre avec Nasser Ketan. Bonjour Samia. Nasser Ketan, que vous retrouvez chaque dimanche dans son émission Le Grand Témoin. Je viens de dire, une émission exceptionnelle et à deux voix pour accueillir Benjamin Stora. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous de ce dimanche avec l'histoire. Vous présentez Benjamin Stora, vous êtes historien incontournable de la guerre d'Algérie, on vous doit de nombreux ouvrages. L'Algérie, pour vous, est une histoire importante, plus que l'histoire avec un grand H, parce que l'Algérie est votre famille en quelque sorte. Aujourd'hui, vous nous présenterez votre livre qui vient de paraître, France-Algérie, les passions douloureuses. Il a paru aux éditions Albin Michel et c'est un livre qui raconte, si je le puis dire ainsi, votre rapport. Un rapport qui a été demandé par le président de la République, Emmanuel Macron. Alors peut-être nous rappeler, ce rapport avait un titre tout à fait important, essentiel, autour de la réconciliation mémorielle. Dans quel temps est venue cette demande officielle? Une lettre d'abord que vous recevez, vous sollicitant pour écrire cette histoire commune? Oui, bonjour d'abord et merci à Beurre FM pour cette invitation. Pour expliquer effectivement les conditions, les circonstances d'élaboration de ce travail, la réception aussi de ce travail, je pense qu'on en discutera, mais le contenu de ce travail, parce qu'on discute malheureusement beaucoup de la réception du travail, et on ne discute pas beaucoup de ce qu'il y a dedans, donc c'est un petit peu embêtant. Alors les circonstances de fabrication d'abord, effectivement c'est une initiative du président de la République lui-même, ça vient pas de moi, c'est à la suite de ce qui s'était passé notamment autour de Maurice Audin. Donc il avait décidé de poursuivre, disons, des initiatives mémorielles autour des rapports entre la France et l'Algérie. Donc moi je le connaissais bien sûr du temps de la bataille sur Maurice Audin, donc c'est là qu'on s'était rencontrés, bien entendu. J'avais rencontré ses conseillers, enfin ça avait duré assez longtemps, vous connaissez la suite. Et donc il y a par conséquent il y a eu la volonté de vouloir, disons, aller plus profondément sur cette question entre la France et l'Algérie. Donc il m'a fait solliciter en février 2020 et ensuite une lettre de mission officielle qui m'a été donnée à la fin du mois de juillet 2020 pour faire un rapport sur ce qu'il a appelé donc la colonisation et la guerre d'Algérie, pour faire un état des lieux, une sorte d'inventaire à la fois, disons, des passerelles qui existent, etc., et puis des difficultés, d'essayer d'identifier ces difficultés, et à partir de là, peut-être de faire des propositions pour essayer d'avancer, de lever les obstacles qui existent entre l'Algérie et la France sur une question très lourde, qui est la question de la mémoire, et pas simplement de la guerre d'Algérie, qui est la fin de cette histoire, mais de la colonisation aussi. Et donc, voilà. Et donc, j'ai accepté, après avoir beaucoup hésité, cette mission, parce que c'est très difficile, c'est très compliqué, on y reviendra, je pense, dans la discussion, sur la difficulté à faire en sorte que ce type de relation puisse, entre guillemets, soit normal, entre guillemets, c'est pas simple, on y reviendra. Et donc j'ai beaucoup hésité. Pratiquement entre le mois de février et le mois de juillet, je savais pas si j'allais accepter, parce que est-ce qu'il fallait faire un rapport sur les questions de réconciliation entre la France et l'Algérie? Est-ce que c'était entre la France et les Français? Parce qu'il y a une fracture, disons, franco-française sur la question de l'Algérie. Est-ce qu'il fallait faire une incursion dans l'histoire intérieure algéro-algérienne? Vous voyez, c'était une ligne de crête compliquée, entre donc, de manière assez classique, les rapports entre deux pays, les rapports franco-français ou les rapports algéro-algériens. Donc, vous voyez, il fallait que je navigue entre ces trois écueils. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité, parce que c'est très compliqué, c'est très difficile. Et puis finalement, j'ai accepté parce que, à l'âge que j'ai, à 70 ans, et après près de
45 ans de travail sur... je sais qu'avec Nasser et Samia, on se connaît depuis peut-être 40 ans, je pense, maintenant. Presque depuis le début, d'ailleurs, de Radio Beurre. Donc, on était déjà là, je veux dire, en 1980, 82, je sais plus. Donc, vous imaginez le temps qui passe. Ça fait déjà 40 ans quand même. Et donc, je me suis dit, un président de la République qui me fait cette demande, après 40 années de travail, sur cette question de levée de l'occultation, alors que ça a été tout l'objet de mon travail, moi, sur la mémoire, dans le fond, comment refuser ? Et pourquoi refuser cette demande ? Et puis en plus, c'est pas n'importe qui vous demande ça. C'est quelqu'un qui a un peu moins de 40 ans, donc, qui vient d'avoir 40 ans, qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, qui se permet de dire, quand il va en Algérie, ce qui s'est passé, c'est un crime contre l'humanité, donc qui n'a pas tout ce passif ou de se passer comme pourrait l'être Jacques Chirac ou d'autres personnalités politiques. Et donc, ça procède de quelque chose de complètement nouveau. Ah oui, absolument, parce que effectivement, c'est rappelé dans ce livre, évidemment, il y a tous les présidents de la République française sont allés en Algérie ou essayé de faire quelque chose à propos de l'Algérie. En fait, ça a commencé véritablement sous Jacques Chirac, pour être précis, avec la volonté de faire un traité d'amitié. On avait la déclaration et la traité d'amitié. Voilà, c'était la volonté de faire un traité d'amitié qui était au début des années 2000, donc il y a 20 ans. Et qui pouvait rappeler celle des amitiés franco-allemandes, par ailleurs. Voilà, il y avait comme ça cette référence avec le fait de se référer à ce qui s'était passé dans les conflits très longs entre la France et l'Allemagne. Il y a eu plusieurs guerres, etc. Et il y avait cette volonté aussi de réconciliation et qui avait échoué en 2005 parce qu'en France, il y a eu une loi à l'Assemblée nationale qui, en fait, disait qu'il fallait considérer la colonisation comme un fait positif. Donc, alors, évidemment, c'était pas possible du côté algérien, bien sûr, mais pas seulement du côté algérien, mais en général, je veux dire, en Afrique, dans les Antilles, etc. Tout le monde a été contre ce projet de loi. Ceci dit, l'initiative a avorté. Et puis alors après, il y a eu Nicolas Sarkozy. Ça a été compliqué aussi avec Nicolas Sarkozy, même s'il a fait un discours très important à Constantine, que personne ne connaît d'ailleurs, et que je reproduis dans cet ouvrage, parce que le discours de Sarkozy à Constantine est une condamnation très dure du système colonial, chose qu'on a du mal à imaginer quand on connaît, disons, les idées politiques de Nicolas Sarkozy, mais pourtant il a condamné très très violemment et brutalement, disons, cette inhumanité du système colonial, pour le citer. François Hollande, bien sûr, qui est allé à Alger, qui a fait un grand discours devant l'Assemblée nationale algérienne en décembre 2012, après son élection. Et c'est vrai, ce que dit Nasser est très vrai, c'est-à-dire que tous ces présidents qui se sont succédés ont fait des discours, bien sûr, mais deux choses manquaient. Il y avait la première chose qui manquait qu'a fait Macron, c'est de caractériser le système colonial, mais de manière simple, qui était celui, effectivement, des crimes, des massacres commis, etc. Et deuxièmement, et c'est ça le plus intéressant, c'est qu'en me proposant de faire ce rapport, dans le fond, ce qu'il proposait, c'était une traduction pratique de cela. C'est-à-dire pas simplement de faire un discours, pas simplement de faire une énième déclaration. Oui, on a l'habitude de dire que depuis 62, il n'y a que des rendez-vous ratés entre la France et l'Algérie. Et là, c'était peut-être pour Emmanuel Macron, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à travers votre rapport, il avait envie de réussir de nouveaux rendez-vous, de fabriquer de nouveaux rendez-vous? Et puis il y a un rendez-vous, Nasser, si vous me le permettez, pour compléter, il y a un rendez-vous avec l'histoire en France, c'est-à-dire qu'on est à un an aussi des présidentielles en France. Donc il y a un enjeu politique aussi pour Emmanuel Macron, un an avant les élections présidentielles, futur candidat sans doute. Bien sûr, c'est qu'il y a... chez tout homme politique, il y a des calculs. Je veux dire, sinon, c'est pas un homme politique. Bien sûr. Je veux dire, quand on m'a Ils sont tous allés en Algérie avant les élections. Oui, quand on m'a reproché d'avoir répondu à la demande de ce président de la République en disant oui, mais il faut faire attention, c'est de la politique. Mais qui ne fait pas de politique avec l'Algérie, avec autre chose, avec l'immigration, avec tout ce... Personne, tout le monde fait de la politique. Bien sûr, personne n'est naïf. Je veux dire, maintenant, le problème, c'est dans quel sens se fait la politique. C'est ça. Je veux dire, vers quel objectif? Qu'Emmanuel Macron ait des intentions politiques, bien évidemment, je veux dire, c'est pas quelqu'un d'innocent qui aime le plaisir de l'histoire pour l'histoire ou d'entrer dans l'histoire, etc. Je crois que ça existe aussi, attention, cette dimension est personnelle, il faut pas la négliger. Mais néanmoins, c'est vrai. Et vous avez raison de le souligner, c'est à un an de l'élection présidentielle, bien sûr, et qu'il y a, bien sûr, peut-être des calculs électoraux, il y a des... Mais moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était pas de m'attarder
sur les présupposés, les calculs, les arrière-pensées, etc. Mais c'était de savoir si j'avais la liberté de pouvoir rédiger ce que je voulais et si j'avais la possibilité de faire des propositions concrètes permettant d'avancer concrètement sur des sujets qui me tenaient à cœur. C'était ça. Et il m'a répondu, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, il y a là, cette liberté d'écrire ce rapport, de faire des propositions. Pourquoi à ce moment-là refuser ? En même temps, une liberté vertigineuse. Vertigineuse. C'est un vrai vertige. C'est là, tout seul, devant l'histoire. Ouais. Donc, personne à côté. Oui, c'est très difficile parce qu'en plus, il y avait le Covid. Donc, c'était compliqué. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai rencontré une quarantaine de personnes et d'associations. Et ça se faisait dans des conditions acrobatiques quand même, dans des cafés, chez moi, etc. Parce que j'avais pas d'assistance matérielle, pas de bureau particulier pour faire ce travail. Donc j'étais complètement seul, effectivement. Complètement seul, comme si je faisais un livre, en fait, comme si j'écrivais un livre. Et donc c'était assez vertigineux parce que je me rendais compte, bien sûr, par tout mon travail antérieur, que c'est un défi énorme. Je veux dire que cette histoire, elle est considérable. On y reviendra, elle est considérable. Et donc, effectivement, c'était très difficile et j'ai beaucoup hésité encore pendant que j'écrivais le rapport. J'hésitais encore. Je rappelle cette émission exceptionnelle à double voix avec Nasser Ketan qui est avec moi dans cette émission ce matin et que vous retrouverez en fin d'après-midi à 17h pour Le Grand Témoin. Notre invité Benjamin Stora. France-Algérie, les passions douloureuses, c'est le titre de votre livre. Il vient de paraître aux éditions Albin Michel et c'est la restitution de votre rapport que vous avez remis le 20 janvier dernier au président de la République. Nasser Ketan. Alors, Benjamin Stora, qui écrit ce livre ? Est-ce que c'est un Algérien qui a vécu à Alger jusqu'à l'âge de 12 ans Non, Constantine. Qui écrit sur son pays... Constantine Nasser Ketan. Qui écrit sur son pays, l'Algérie ? Est-ce que c'est un Français qui écrit à un président français ? Est-ce que c'est un binational ? Est-ce que c'est un historien ? Est-ce que c'est un militant ? Qui a fait ce rapport ? C'est tout ça en même temps. Qui est Benjamin Stora dans cette histoire ? Mais c'est tout ça en même temps. Mais j'aime pas qu'on découpe comme ça en tranches, en catégories séparées. Moi, je suis tous ces éléments que vous avez indiqués. Je suis à la fois un historien. Je dis ça volontairement. Oui, parce que bien sûr. On parlera tout à l'heure des détracteurs. Oui, qui bien vous sûr. confinent qui vous découpent en tranches. Oui, en tranches. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous restituiez ce qui a fait que depuis 40 ans vous travaillez là-dessus et ce qui a fait que ce rapport vous l'avez pris à bras le corps, quoi. Donc c'est ça qui doit intéresser nos auditeurs. Tout à fait. Vous êtes un Algérien, quoi. Historien algérien. Aussi, c'est-à-dire que parmi effectivement les critiques, on m'a dit ce rapport a été fait très rapidement en 3 mois. J'ai lu ça, je sais plus où. Ben non, il n'a pas été fait en 3 mois. En 40, 50 ans. En 40 ans. Il a été fait en 40 ans. Ouais. En fait, il n'a pas été fait en 3 mois. Parce que si j'ai pu faire ça si vite, si rapidement, presque au fil de la plume, etc., parce que c'est adossé à une connaissance, j'allais presque dire intime de cette histoire et de ce pays, bien sûr. Parce que sinon, c'est pas possible de rédiger un rapport comme ça, 250 pages en 3 mois, en rencontrant en plus 40 personnes. Donc, il y a à la fois le travail de l'historien depuis 40-45 ans, il y a la rencontre avec les acteurs algériens, parce que j'ai beaucoup travaillé vous le savez, sur le nationalisme algérien. Donc moi, je connaissais beaucoup de personnages, aussi Naït Ahmed, Boudiaf, Ali Haroun, Mohamed Arbi, enfin je ne vais pas tous citer tous les noms, disons, qui ont été les gens qui ont, m'ont accompagné dans cette écriture, et je ne parle pas, bien sûr, des mouvements associatifs qui sont cités dans cet ouvrage. Et puisque je suis à Beurre FM, pourquoi ne pas dire aussi que Samia Messaoudi, avec qui j'ai fondé Au nom de la mémoire, sur la question du 17 octobre, avec on n'oublie pas de citer Mehdi Lalaoui avec aussi. Mehdi Lalaoui, bien réalisateur sûr. du premier documentaire sur le 17 octobre. Du premier documentaire, donc ça fait aussi 35 ans maintenant. Nasser, et bien sûr que avec qui j'ai combattu tout au long des années 80. Et puis je voudrais citer ici, j'en profite, un grand ami à moi, malheureusement disparu, qui est Khaled Melha, qui malheureusement et qui nous a disparu l'an dernier. Des décennies sur la radio. Et qui était sur la radio, qui était un homme qui a énormément compté dans ma vie personnelle, énormément compté. C'était plus qu'un ami, Khaled, c'était presque un frère, vraiment pour moi. Et puis aussi en Algérie, des gens comme Abdelmejid Merdassi, qui vient de nous quitter, qui est décédé malheureusement aussi, et que je connais aussi depuis 40 ans, qui est mort aussi du Covid l'année dernière, donc c'est absolument épouvantable. Donc c'est vrai que
cette histoire, ça a été, cette écriture de livre, ça a été le produit pas simplement d'un travail historique conséquent à base d'archives, de travail académique, d'enseignement universitaire, mais c'est aussi quelque part un ressenti, c'est aussi un vécu, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans une logique militante, dans une logique citoyenne, de révélation, de description des vérités. En d'autres termes, je suis pas un historien, j'allais dire classique, académique, disons qui accumule des archives et qui se bat tout le temps sur les archives. Je sais que c'est important, les archives, il y a des batailles, etc. Bon, on y reviendra peut-être. Mais vous savez, l'écriture de l'histoire, c'est pas seulement des archives. L'assassinat de Ali Boumendjel n'est pas dans les archives. Ils ne le trouveront jamais dans les archives. C'est clair. Parce que c'est pas dans les archives qu'on va découvrir les ordres qui sont donnés pour aller assassiner des gens ou pour les faire disparaître. Ça n'existe pas, ça. Ça existe, on les découvre parce qu'il y a des enquêtes journalistiques et parce qu'il y a des gens qui se mobilisent, parce qu'il y a des citoyens, parce qu'il y a des familles qui se mobilisent sur les crimes, sur les disparus, etc. Et c'est comme ça que la vérité historique, elle s'établit dans le rapport entre le va-et-vient, entre le travail historique traditionnel des archives, etc., et les mobilisations citoyennes, et les investissements dans les mobilisations politiques, etc. Et moi, je m'inscris, disons, dans cette intersection-là. C'est-à-dire entre, grosso modo, le travail historien classique depuis 40 ans et les mobilisations citoyennes autour d'un pays qui m'est cher, qui est l'Algérie, et pour lequel j'ai consacré aussi des autobiographies, et pas simplement des biographies. Alors, justement, dans ce rapport, vous aviez l'inquiétude tout à l'heure de penser qu'on allait parler que des détracteurs, mais on va d'abord rappeler que quand même ce rapport est riche, à la fois dans les propositions de ses préconisations, mais aussi d'informations. Il est aussi, le livre devient, pour le coup, à lire, puisqu'il informe de ce que fut l'histoire de la colonisation, l'histoire de la guerre d'Algérie, et dans une dimension, certes, avec... il y aura encore beaucoup à dire, si je puis le penser ainsi. Mais dans ce qui est sur les controverses, les détracteurs qui aujourd'hui ont dit d'une rive à l'autre, et en Algérie, en France, qu'il y avait des manques, mais il y avait... Pour l'Algérie, en tout cas, ce qu'avait déclaré le conseiller du président de la République algérienne, que quand même, vous n'aviez pas parlé de la reconnaissance des crimes coloniaux. Bellimer. Voilà, Bellimer, Amer Bellimer. Alors, il y a deux choses. D'abord, ce qu'il y a dans le rapport. D'abord, c'est un inventaire dont on ne parle pas. C'est-à-dire que j'ai fait quand même un très gros inventaire bibliographique. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire le mieux que j'ai pu une sorte de recension des grands ouvrages publiés depuis 60 ans maintenant et qui ont marqué les imaginaires. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a des centaines quand même de livres sur l'Algérie. À travers les milliers, parce que moi j'avais fait par ailleurs un dictionnaire des livres de la guerre d'Algérie, tout seul d'ailleurs, qui a été publié à la fin des années 90. J'avais fait un résumé de 2500 ouvrages sur la guerre. C'est pour dire à ceux qui pensent que j'ai oublié, que je ne connais pas, qu'ils aillent se reporter à mon dictionnaire. À la fois des militants algériens, 600 biographies, et des livres de la guerre d'Algérie, 2500 livres et de résumés d'ouvrages. Donc c'est vous dire, qui traite de la colonisation bien sûr et de l'histoire de la guerre d'indépendance. Donc tout ça pour dire que dans ce rapport, il y a une réflexion sur les productions bibliographiques. Il y a une réflexion sur les productions d'images cinématographiques. Il y a toute une réflexion sur la question de l'absence et du trop-plein d'images. Tout ça, c'est dans le livre. Naturellement, personne ne parle de tout ça. Ça n'existe pas. Il y a dans ce livre aussi, disons, une sorte d'inventaire des archives. Dans les annexes en particulier, les grandes archives qui existent, parce qu'on parle beaucoup des archives, mais je fais un inventaire des archives nationales qui existent en France, et comment les consulter et comment il faut les voir, c'est dans mon livre, c'est dans mon rapport. Évidemment, on n'en parle pas. Ces questions-là, il y a tous les discours des présidents de la République française autour de l'Algérie. C'est fondamental pour qu'on puisse comprendre l'évolution de la pensée française et de sa pratique autour de l'Algérie. On n'en parle pas. Et il y a aussi un inventaire dans cet ouvrage des espaces, des lieux et des personnes qui ont fabriqué cette relation franco-algérienne. Il y a des tas de personnages à qui je rends hommage, je ne vais pas tous les citer, dans les amitiés France-Algérie, Jean-Pierre Chevènement, Georges Morin, il y a toute une série de personnages dont je parle, et qui ont mis en place des structures de solidarité, d'amitié, etc. On n'en parle pas. Je veux dire, ça n'existe pas. C'est comme si tout ça n'existait pas, etc. Et on en arrive à la deuxième question. C'est-à-dire qu'on ne parle que de ce qui, entre guillemets, manque. Or, dans mon ouvrage, je ne vais pas le citer ici, mais qu'est-ce que j'écris ? Parce qu'il faut lire ce que j'écris.
au début était la colonisation. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, c'est marqué dans le rapport. Et ensuite, de quoi je parle ? Je vais prendre un exemple, parce que je peux pas, ici, on ne peut pas parler de tout. Mais j'ai pris un exemple, parce que la colonisation, vous savez, c'est une vaste entreprise, mais il y a grosso modo 2 choses fondamentales dans la colonisation. Il y a bien sûr les massacres et les crimes qui sont perpétrés, mais il y a la dépossession foncière et identitaire. C'est très important. Or, moi, c'est les 2 choses les plus importantes. C'est très important. On enlève la terre, on enlève la langue, l'identité. C'est fondamental. Or, sur quoi j'ai parlé et dont on n'a pas et dont mes détracteurs n'ont pas parlé, c'est cette dépossession-là que je cite dans mon livre. Et à travers quel exemple ? Je cite sur 3 pages du livre les SNP, les sans-nom patronymiques, c'est-à-dire des gens qui ont été non seulement dépossédés de leur terre, mais à travers la dépossession terrienne, la perte de leur identité propre à travers la perte du nom propre. Et ça fait 3 pages de mon livre. Ceux qui sont... D'ailleurs, qu'on retrouve, quand l'état civil a été institué, vers 1880, etc., ouais. On retrouve... Les SNP. Ils ont gardé... Mais attendez, c'est plus loin que ça. C'est-à-dire que jusqu'à pratiquement l'indépendance de l'Algérie, jusqu'en 62, pendant plus d'un siècle, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont, entre guillemets, vécu avec le nom de SNP. Je veux dire, moi, j'ai eu, par exemple, quand j'étais enseignant à Paris 8, etc., ou à Paris 13, je me souviens plus, j'avais des étudiants d'origine algérienne qui me disaient « Mais moi, mon père était SNP ». Je rigole pas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de nom patronymique, qu'ils se sont réappropriés leur nom, y compris par l'indépendance de l'Algérie. Et ça, c'est 3 pages de mon livre. Alors, je ne sais pas quelle est la mauvaise foi dans cette histoire, en disant il n'en a pas parlé, de la colonisation, etc. C'est 3 pages du livre. C'est la dépossession identitaire et la dépossession foncière. Je peux pas faire plus. Je peux pas. Vous savez, ce livre, c'est pas une écriture d'histoire de la totalité de l'histoire de la colonisation. C'est de prendre, disons, les faits les plus saillants, les plus significatifs, les plus exemplaires, pour démontrer en quoi la colonisation de l'Algérie, dans l'histoire coloniale française, est un cas, une exemplarité absolument exceptionnelle, absolument incroyable. Pourquoi ? Eh bien, on le sait, parce que l'Algérie était rattachée à la France et que c'était pas rattaché au ministère des colonies en France, c'était rattaché au ministère de l'Intérieur. Je rappelle que cette émission, aujourd'hui, elle est exceptionnelle. Elle est à 2 voix avec Nasser Ketan qui partage cette émission ce matin. Et notre invité est Benjamin Stora pour son livre France-Algérie, les passions douloureuses. Il a paru aux éditions Albin Michel et il est la restitution du rapport dont on parle depuis plusieurs semaines d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Il est l'actualité, hein, vous le savez bien, vous en avez été très très imprégné, hein, justement, de tout ce qu'on a pu dire et redire sur votre rapport, Benjamin Stora. Il est des mots qui sont importants dans cette histoire commune. Je veux parler de réconciliation, apaisement, c'est des mots qui vous parlent, qui sont écrits aussi dans votre livre. C'est aussi l'avancée de cette réconciliation, elle doit se faire par l'apaisement. L'avancée, elle peut se faire par la reconnaissance de ce qui s'est produit réellement. Parce que sinon, la réconciliation, elle est abstraite, elle n'est pas incarnée. Donc il faut, à mon sens, trouver les chemins qui permettent, disons, entre guillemets, de se réconcilier. Pourquoi ? Parce que les imaginaires, ça j'ai fait un chapitre dans le livre, parce que les imaginaires d'une rive à l'autre ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que du côté français, en grande partie, notamment à cause de l'enseignement, dans les classes et les manuels scolaires, etc., il y a un imaginaire où la colonisation, dans sa version radicale, violente, de conquête, est non seulement est gommée, mais elle n'existe tout simplement pas. Je veux dire, il n'y a pas d'enseignement de la colonisation en France. Ce qu'on enseigne depuis une vingtaine d'années maintenant, une quinzaine d'années, c'est la guerre d'Algérie. Mais on n'enseigne pas la colonisation. De sorte que la surprise est très grande quand on parle de Bugeaud, Cavaignac, Saint-Arnaud, qui sont les grands généraux qui ont massacré dans les années 1850 pour aller vite. Et donc, par conséquent, disons qu'on est dans une situation d'une telle méconnaissance de l'histoire coloniale qu'on a le sentiment que la France a apporté dans les colonies, entre guillemets, de la civilisation, parce qu'il y a toute une propagande qui a été mise en œuvre depuis très longtemps, notamment au moment du centenaire de la colonisation de l'Algérie en 1930, avec l'exposition coloniale au Palais de la Porte Dorée. Bon, vous savez que j'ai présidé ce lieu. Devenu musée de l'histoire de l'immigration. Devenu musée d'histoire d'immigration, absolument. Et cette propagande, en fait, pro-coloniale, sur la mission civilisatrice de la France, a fabriqué un imaginaire national français pendant très longtemps. J'allais presque dire jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est, dans le fond,
on ne comprend pas trop pourquoi les indigènes colonisés ont demandé leur indépendance, parce qu'on avait apporté le bien-être, le bonheur, les routes, la civilisation, l'hygiène, l'instruction, les hôpitaux, etc. C'est ça la propagande. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, et tout ça est écrit dans mon livre, on est dans un imaginaire d'une grandeur de l'Empire. C'est-à-dire d'une grande France, une France agrandie. Et donc, l'abandon, la perte, je ne sais pas quoi, quel mot utiliser, de l'Algérie française, ressenti comme une surprise et une blessure, je veux dire, dans la nation française. C'est quelque chose qui a du mal à se cicatriser, parce qu'il y a tellement eu de propagande sur la grandeur de la France par l'Empire, qu'on se dit, attendez, perdre des territoires considérés comme français, c'est vécu presque comme un retrécissement du nationalisme français. Voilà pour la France. C'est pour ça que 2005 va revenir, va essayer de reprendre cette histoire. Essayer de reprendre cette histoire avec cette loi de 2005. Mais du côté algérien, par contre, les héros, cette image, elle n'existe absolument pas. Je veux dire que la question de savoir s'il y a eu des bienfaits ou pas de la colonisation, c'est un faux débat pour les colonisés au sens large d'ailleurs. Pas seulement pour les Algériens. Pourquoi ? Bien parce que leur problème numéro 1, c'est la reconquête de souveraineté, parce qu'ils savaient qu'ils existaient avant les Français. Leur histoire, elle ne se détermine pas exclusivement dans la relation à la France, qu'elle soit coloniale ou pas d'ailleurs, qu'importe. Mais elle n'est pas dans cette relation-là, elle est dans la réappropriation de leur histoire en propre, de leur propre histoire. Donc leur imaginaire, par conséquent, va se centrer sur quoi ? Réappropriation d'une histoire antérieure à la présence française, qui peut passer par la connaissance de ce qu'était l'Empire ottoman, qui peut passer par la connaissance de ce qu'étaient les Djemma'a en Kabylie, qui peut passer par la connaissance de ce qu'était l'immensité du territoire algérien qui va avec le Sahara. Je peux multiplier comme ça les exemples. Donc il y a la reconquête d'une souveraineté perdue et la légitimité d'une guerre d'indépendance qui fabrique l'imaginaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'espace, le moment de la séparation, c'est-à-dire de la reconquête. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de conquérir l'avant 1830, pour aller vite, et la volonté de se légitimer par 54-62. Donc vous avez un imaginaire, par conséquent, qui se fabrique non pas à travers la grandeur de l'Empire, mais à travers la dissociation, précisément, avec la France. Donc comment voulez-vous que les points de vue se rejoignent ? Il faut être fou pour considérer que ce seraient les mêmes points de vue, qu'on serait d'accord sur tout, que ce serait magnifique. C'est pas possible. Par contre, ce qu'il faut, c'est trouver des passerelles. Par contre, c'est trouver des passages. Alors, dans ce rapport, on revient un peu au rapport, vous avez parlé de la dépossession. Donc, il y a eu la politique domaniale. On rappelle que la politique domaniale, on lui a coupé la tête à la Révolution française et qu'elle a été réintroduite au moment de la colonisation en Algérie. On a confisqué 7 millions d'hectares de terre à peu près, et donc vous en avez très bien parlé. Est-ce que ce rapport dérange à plus d'un titre ? Parce que ce soit en Algérie, c'est une omerta totale depuis 62, puisqu'on sait très bien qu'il y a un pouvoir néocolonial qui s'est mis en place. Même la politique domaniale a continué, puisque que ce soit les domaines ou que ce soit les archives, sont restés, un peu privés, n'ont pas été libérés, et que de l'autre côté, en France, on n'a jamais parlé de guerre d'Algérie, on parlait d'événements d'Algérie, il a fallu attendre Lionel Jospin pour parler de guerre d'Algérie, pour des raisons diamétralement opposées. Une omerta en Algérie, une historiographie officielle qui a entretenu l'opacité et qui a entretenu une histoire comme ça officielle pour des objectifs qu'on connaît, et en France, où la droite et la gauche, pour des raisons si diamétralement opposées, n'ont jamais voulu aborder l'Algérie, parce que soit elle les tétanisait à différents niveaux. La gauche, parce que les partis politiques n'ont pas pris position, en particulier la gauche française, n'a pas pris position en dehors de militants individuels, et puis la droite, qui a toujours instrumentalisé cette histoire à des fins politiques. Et ce rapport dérange. Il dérange, et moi, je le prends comme un énorme Big Bang politique, parce que j'en tiens compte, la déclaration de Chiri d'hier, qui dit que ce rapport, parce que Emmanuel Macron a décidé d'ouvrir les archives, donc de 1920 à 1970, et là, il dit ceux qui se réclament de la guerre d'indépendance ou des faux moudjahidines, tout ça, ça va être dévoilé.
finalement, il y a une onde de choc de votre rapport, je ne sais pas si vous en avez eu conscience au début, mais qui va pulvériser un certain nombre de choses en Algérie et qui va faire des dégâts, entre guillemets. Est-ce que tout ça, vous l'avez intégré quand lorsque le rapport est sorti ? Non, bien sûr, on ne pense pas à tout. Parce que sinon, on ne fait rien. Vous savez, si vous anticipez trop... Hier est phénoménale. Oui, mais avant d'entreprendre une action, une œuvre, si on commence à dire, attention, il va y avoir tel type d'obstacle, tel type de problème, etc., on ne peut rien écrire. Pour ça, j'ai une expérience avec l'Algérie qui est très ancienne, qui date de plus de 40 ans, c'est l'écriture de ma biographie de Messali. Alors, quand elle commençait à travailler là-dessus, on me dit oh là 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 là, mais tu te rends pas compte les obstacles, les difficultés, les problèmes qu'il va y avoir. Attention, je dis écoutez, on avance, on va voir et on a vu. 40 ans plus tard, la personnalité reste toujours discutée de Messali, mais quand même, on n'est plus dans la même situation qu'il y a 40 ans. Le rapport, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, ce que je voulais faire, c'était d'essayer d'avancer pratiquement. C'est-à-dire de voir comment on pouvait faire, trouver des passerelles, trouver des passages. Et sur cette question des rapports par rapport à ce que disait Nasser, c'est vrai qu'il y a des choses de part et d'autre. Mais je dirais que du côté français, c'est l'occultation pendant très longtemps, mais du côté algérien, c'est davantage le trop-plein reconstruit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discours en Algérie sur la guerre, l'héroïsme, un seul héros le peuple, c'est les commémorations, les dates, les personnages, etc. Alors qu'en France, les gens ne savent pas qui est Cavaignac, ne savent pas qui est Saint-Arnaud, ne savent pas qui est Bugeaud. Vous voyez la différence de traitement. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une occultation, une méconnaissance, et de l'autre côté, un récit, un trop-plein, j'allais presque dire de récit, mais reconstruit. Et donc, c'est par conséquent, oubli et reconstruction qu'il faut naviguer dans ces deux aspects-là. C'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Benjamin Stora, il est l'invité ce dimanche dans Voix au chapitre et à 17h, on le retrouvera dans une deuxième partie dans l'émission de Nasser Kettane, Le Grand Témoin. Je rappelle le titre de votre livre, Benjamin Stora, France-Algérie, les passions douloureuses. Il vient de paraître aux éditions Albin Michel. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve à 17h. Soyez à l'écoute de Le Grand Témoin. C'est la deuxième partie de ce rendez-vous exceptionnel avec Benjamin Stora. À tout à l'heure.